Chapitre 6. Pendant que ces merveilles s'accomplissaient dans la Haute-Italie, mon père commandait toujours la division de l'armée des Alpes. Comme c'était, ainsi que nous l'avons dit, un poste d'observation, il avait placé les généraux de brigade Dufresne et Pailloc, l'un au pied du mont Cenis et l'autre à Saint-Pierre d'Albigny dans la Tarentaise, tandis que lui-même était allé établir son quartier général à la Chambre, petit village composé d'une douzaine de maisons et situé au pied d'une chaîne de rochers fort giboyeux en chamois. De là sa prédilection pour la Chambre, où d'ailleurs il savait retrouver un de ses anciens guides du mont Cenis, chasseur enragé, avec lequel il passait les jours et les nuits dans la montagne. Un soir, en rentrant après une chasse magnifique qui avait duré 3 jours, mon père trouva une lettre qui lui ordonnait de se rendre en Italie et de s'y mettre à la disposition du général Bonaparte. Cet ordre était en date du 22 Vendémiaire, 14 octobre. C'était tout ce que désirait mon père, quoiqu'il partageât un peu cette répugnance de ses collègues, eux qui se regardaient comme de vieux généraux de 32 à 34 ans, de servir sous un général de 26 ans. Mais le bruit du canon de tant de batailles avait retenti à ses oreilles depuis un an, qu'il avait été tout prêt à demander du service en Italie, dans quelque grade que ce fût. Mon père arriva à Milan le 19 octobre 1796. Il y fut admirablement reçu par Bonaparte, et surtout par Joséphine, qui était venue l'y joindre et qui, en sa qualité de créole, aimait passionnément ce qui lui rappelait ses chères colonies. Il trouva Bonaparte fort inquiet et surtout fort courroucé contre le directoire qu'il abandonnait. Les généraux autrichiens avaient été battus, mais l'Autriche n'était point battue, elle. Les troupes que l'empereur avait en Pologne, grâce aux assurances que Catherine lui avait données, avaient pu se mettre en marche vers les Alpes. On en avait fait autant des troupes en observation sur le Danube et surveillant la Turquie. Toutes les réserves de la monarchie autrichienne étaient en outre dirigées sur l'Italie. Une nouvelle et splendide armée se préparait donc dans le Frioul, composée des débris de l'armée de Wurmser, des troupes venues de Pologne et de Turquie, enfin des réserves et des recrues. C'était le maréchal Alvinzi qui avait été chargé de reprendre le commandement de cette 4e armée, chargée de venger l'honneur de Colli, de Beaulieu et de Wurmser. Pour combattre cette nouvelle armée, Bonaparte n'avait plus que 25 000 hommes, des troupes qu'il avait accompagnées en Italie ou qui étaient venues l'y joindre, tant le canon autrichien, même au milieu de ses défaites, avait creusé de larges vides dans nos rangs. Il était arrivé quelques bataillons de la Vendée, mais fort diminués par les désertions. Kellermann, qui venait d'envoyer mon père, faisait dire par lui qu'il ne pouvait dégarnir la ligne des Alpes, obligé qu'il était de contenir Lyon et les bords du Rhône, où les compagnies de Jéhu se livraient à toutes sortes de brigandages. Bonaparte demandait à corps et à cri la 40e et la 83e brigade, avec les 6 000 hommes qui les composaient, et s'ils arrivaient, il répondait de tout. Aussi écrivait-il au directoire « Je suis malade, je puis à peine me soutenir à cheval, il ne me reste que du courage, ce qui est insuffisant pour le poste que j'occupe. On nous compte, le prestige disparaît, les troupes ou l'Italie est perdue. » Mon père avait trouvé en effet Bonaparte fort souffrant. Cette maladie dont il se plaignait, c'était la gale, qu'il avait gagnée à Toulon de la façon la plus héroïque, en servant lui-même un canon avec l'écouvillon d'un artilleur qui venait d'être tué. Cette gale mal soignée le fatiguait horriblement. Sa maigreur était effrayante. Il semblait un cadavre ambulant, ses yeux seuls vivaient. Il ne désespérait pas cependant. Il recommanda à mon père la plus grande surveillance et la plus incessante activité, et lui annonçant sa prochaine rentrée en campagne, il l'envoya prendre devant Mantoue le commandement de la 1re division. En effet, 11 jours après, la campagne recommençait. La 4e tête était repoussée à l'hydre. Le maréchal Alvinzi, conduisant 40 000 hommes, avait jeté des ponts sur la Piave et s'était avancé sur la Brenta. La campagne fut terrible. Elle dura du 1er au 17 novembre. Bonaparte, avec 20 000 hommes, en attaquait 50 000.
Un instant, l'armée se trouva réduite à 15 000 hommes. Un instant, Bonaparte, découragé après les batailles sans résultat de Bassano et de Caldiero, jeta ce cri de détresse au Directoire. C'était le 14 novembre. Le 13, Bonaparte était arrivé dans Vérone après 10 jours de lutte non seulement contre les Autrichiens, mais encore contre la boue, la pluie et la grêle. Tous nos officiers supérieurs, écrit-il, sont hors de combat. L'armée d'Italie, réduite à une poignée de monde, est épuisée. Les héros de Millesimo, de Lodi, de Castiglione et de Bassano sont morts pour la patrie ou sont à l'hôpital. Il ne reste plus au corps que leur réputation et leur orgueil. Joubert, Lannes, Lamarre, Victor, Murat, Charlet, Dupuis, Rampon, Pigeon, Menard-Chabaudon sont blessés. Nous sommes abandonnés au fond de l'Italie. Ce qui reste de braves voit la mort infaillible au milieu des chances continuelles et avec des forces inférieures. Peut-être l'heure du brave Augereau et de l'intrépide Masséna est-elle prête à sonner. Alors que deviendront ces braves gens? Cette pensée me rend réservé. Je n'ose plus affronter la mort qui serait un sujet de découragement pour qui est l'objet de mes sollicitudes. Si j'avais reçu la 83e, forte de 3500 hommes connus à l'armée, j'aurais répondu de tout. Peut-être, sous peu de jours, ne sera-ce point assez de 40 000 hommes. Aujourd'hui, repos aux troupes. Demain, selon les mouvements de l'ennemi, nous agirons. C'étaient là les plaintes, c'étaient là surtout les sombres prévisions de l'homme fatigué, mouillé, refroidi. La plus vigoureuse des constitutions succombe à ces moments de doute, éprouve ces heures de découragement. Après les grandes fatigues, l'âme subit les influences du corps, le fourreau ternit la lame. 2 heures après avoir écrit cette lettre, Bonaparte avait adopté un nouveau plan. Le lendemain avait lieu le combat de Ronéo, lequel commençait cette fameuse bataille d'Arcole qui devait durer 3 jours. Le 3e jour, l'armée autrichienne avait perdu 5 000 prisonniers, 8 ou 10 000 tués ou blessés, et, fort encore de 40 000 hommes, se retiraient dans les montagnes poursuivis par 15 000 Français. Elle s'arrêta dans la capitale du Tyrol. 15 000 Français avaient accompli cette œuvre gigantesque de lutter contre 50 000 hommes et de les vaincre. Seulement, ils avaient repoussé l'armée d'Alfinzi, mais ils n'avaient pu la détruire comme il avait fait les 3 autres. Bonaparte, de son côté, recommanda à Sérurier de poursuivre le blocus de Mantoue en serrant Wurmser comme il avait serré Cotodirle. Et il s'en alla reprendre son quartier d'hiver à Milan, centre de ses négociations avec tous ces petits princes d'Italie que la peur seule faisait nos alliés. Il y était depuis 3 semaines environ lorsqu'arriva au blocus un événement qui devait avoir une grande influence sur le dénouement de cette terrible campagne. Une nuit, c'était la nuit du 23 au 24 décembre, qui correspondait à celle du 3 au 4 Nivose, mon père fut réveillé par la visite de 3 ou 4 soldats, lesquels lui amenaient un homme qui avait été pris par une de nos sentinelles avancées au moment où il s'apprêtait à franchir les premières palissades de Mantoue. Mon père était à Marmirolo. Le colonel commandant nos avant-postes à Saint-Antoine envoyait cet homme à mon père en le lui annonçant comme un espion vénitien qu'il croyait chargé de quelque message d'importance. L'homme interrogé répondit à merveille. Il était au service de l'Autriche, faisait partie de la garnison de Mantoue, était sorti de la ville pour une affaire d'amour et s'apprêtait à y rentrer lorsqu'il avait été dénoncé à la sentinelle qu'il avait arrêté par le bruit que faisaient ses pas sur la neige gelée. Fouillé jusqu'aux endroits les plus secrets, on ne trouva rien sur lui. Mais malgré l'apparente bonhomie des réponses de cet homme et sa tranquillité au milieu des investigations dont il était l'objet, mon père avait cru remarquer certains regards rapides, certains tressaillements dénotant l'homme dont la position n'est point parfaitement nette. Et d'ailleurs, le mot « espion » prononcé devant lui le rendait difficile sur les raisons données par le prisonnier sur sa sortie et sur sa rentrée. Enfin, quand un général en observation devant une ville de l'importance de Mantoue espère tenir un espion, il ne renonce pas facilement à cet espoir.
Cependant, il n'y avait rien à dire, les poches étaient parfaitement vides et les réponses mathématiquement précises. Une des lectures favorites de mon père était Polybe et les commentaires de César. Un volume des commentaires du vainqueur des Gaules était ouvert sur la table placée près de son lit, et le passage que mon père venait de relire avant de se coucher était justement celui où César raconte que pour pouvoir faire passer à Labienus, son lieutenant, des nouvelles sûres, il renfermait sa lettre dans une petite boule d'ivoire de la grosseur d'une bille d'enfant, que le messager, lorsqu'il passait soit devant des postes ennemis, soit dans quelque endroit où il craignait d'être surpris, tenait cette boule dans sa bouche et l'avalait s'il était serré de trop près. Tout ce passage de César lui revint comme un trait de lumière. C'est bien, dit mon père, puisque c'est omni, qu'on l'emmène et qu'on le fusille. Comment, général s'écria le Vénitien épouvanté. À quel propos me fusiller? Pour t'ouvrir le ventre et y chercher tes dépêches que tu avais avalées, dit mon père, avec autant d'aplomb que si la chose lui eût été révélée par quelque démon familier. L'espion tressaillit. Les hommes hésitaient. « Oh, ce n'est point une plaisanterie, dit mon père au soldat qui avait amené le prisonnier, et s'il vous faut un ordre écrit, je vais vous le donner. »« Non, général, dirent les soldats, et du moment que c'est sérieux. »« Parfaitement sérieux, emmenez et fusillez. » Les soldats firent un mouvement pour entraîner l'espion. Un instant, dit celui-ci, qui voyait que l'affaire prenait une tournure grave. « Avoues-tu » ? « Eh bien oui, j'avoue, dit l'espion, après un instant d'hésitation. « Tu avoues que tu as avalé tes dépêches » ? « Oui, général. »« Et combien y a-t-il de temps de cela » ? « Il y a maintenant 2 heures et demie à peu près, général. » « Ah, d'Hermoncourt, dit mon père à son aide de camp qui couchait dans une chambre à côté de la sienne, et qui, depuis le commencement de cette scène, le regardait et l'écoutait avec la plus grande attention, ne sachant pas trop où elle allait aboutir. « Voilà, général. Tu entends ?»« Quoi, général ? Et que cet homme a avalé ses dépêches. »« Oui. »« Depuis 2 heures et demie. »« Depuis 2 heures et demie. » « Eh bien, va trouver le pharmacien du village et demande-lui si, au bout de 2 heures et demie, c'est un purgatif ou un vomitif qu'il faut donner à un homme à qui l'on veut faire rendre ce qu'il a pris, qu'il te dise celui des deux qui aura le plus prompt résultat. » Au bout de 5 minutes, d'Hermoncourt rentra et dit, la main à son chapeau et avec un flegme merveilleux, « Un purgatif, général. »« Le rapportes-tu ?»« Oui, général. » On présenta le purgatif à l'espion qui l'avala en faisant la grimace. Puis on le conduisit dans la chambre de d'Hermoncourt où 2 soldats le gardèrent à vue, tandis que d'Hermoncourt passait une assez mauvaise nuit réveillé par les soldats chaque fois que l'espion portait la main au bouton de sa culotte. Enfin, vers les 3 heures du matin, il accoucha d'une petite boulette de cire grosse comme une aveline. La boulette de cire fut lavée dans une de ces rigoles d'irrigation qui se trouvent par milliers dans les prairies aux environs de Mantoue, imbibée d'une eau que l'espion portait à cet effet dans un petit flacon caché dans la poche de son gilet et que les soldats n'avaient pas jugé à propos de lui enlever, et présentée à mon père qui la fit ouvrir par d'Hermoncourt, lequel, dans sa qualité d'aide de camp secrétaire, était chargé de l'ouverture des dépêches. Il ne restait qu'une crainte, c'est que la dépêche ne fût en allemand, et personne au quartier général ne parlait allemand. Pendant ce temps, d'Hermoncourt, à l'aide d'un canif, faisait l'opération césarienne à la boulette de cire et en tirait une lettre écrite sur du papier vélin et d'une écriture assez fine pour que, roulée entre les doigts, cette lettre ne prît pas plus d'importance qu'un gros poids. La joie des 2 opérateurs fut grande lorsqu'ils s'aperçurent que la lettre était écrite en français. On eût dit que l'empereur et son général en chef avaient prévu le cas où cette lettre tomberait entre les mains de mon père. Voici la teneur de la lettre que je transcris sur une copie de la main de mon père. L'original, comme nous le dirons tout à l'heure, fut envoyé à Bonaparte. 30 le 15 décembre 1796. Je m'empresse de transmettre à votre Excellence, littéralement et dans la même langue où je les ai reçus, les ordres de Sa Majesté en date du 5 du mois. Vous aurez soin d'avertir sans retard le maréchal Wurmser
de ne pas continuer ses opérations. Vous lui ferez savoir que j'attends de sa valeur et de son zèle qu'il défendra Mantoue jusqu'à toute extrémité, que je le connais trop, ainsi que les braves officiers généraux qui sont avec lui, pour craindre qu'il ne se rende prisonnier, surtout s'il s'agissait de transporter la garnison en France au lieu de la renvoyer dans mes États. Je désire que dans le cas où il serait réduit à toute extrémité et sans ressources pour la subsistance, il trouve le moyen, en détruisant autant que possible ce qui dans Mantoue serait de préférence utile à l'ennemi, et en emmenant la partie des troupes qui sera en état de le suivre, de gagner et de passer le Pô, de se porter à Ferrare ou à Bologne, et de se rendre en cas de besoin vers Rome ou en Toscane. Il trouvera de ce côté très peu d'ennemis et de la bonne volonté pour l'approvisionnement de ses troupes, pour lesquelles au besoin il ferait usage de la force, ainsi que pour surmonter tout autre obstacle. Signé François. Un homme sûr, cadet du régiment de Straroldo, remettra cette dépêche d'importance à votre Excellence. J'ajouterai que la situation actuelle et les besoins de l'armée ne permettent pas de tenter de nouvelles opérations avant 3 semaines ou un mois, sans s'exposer de rechef au danger de ne pouvoir réussir. Je ne puis trop insister près de votre Excellence, afin qu'elle tienne le plus longtemps possible dans Mantoue l'ordre de Sa Majesté, lui servant d'ailleurs de direction générale. Dans tous les cas, je prie votre Excellence de m'envoyer de ces nouvelles par des moyens sûrs, dont je puisse à mon tour me servir pour correspondre avec elles. Signé Alvinci. Post-scriptum. Selon toute probabilité, le mouvement que je ferai aura lieu le 13 ou 14 janvier. Je déboucherai avec 30 000 hommes par le plateau de Rivoli et j'expédierai Provera avec 10 000 hommes par l'Adige sur Legnano avec un convoi considérable. Quand vous entendrez le canon, faites une sortie pour faciliter son mouvement. Chapitre 7. La joie de mon père et de d'Hermoncourt fut grande. La dépêche, comme on voit, était des plus importantes. D'abord, elle dénonçait la Toscane, les États vénitiens et les États pontificaux comme des pays pleins de bonne volonté. Ensuite, elle indiquait la résolution où était Alvinci de ne rien faire avant 3 semaines ou un mois. Il fallait donc faire passer le plus vite possible cette dépêche à Bonaparte. D'Hermoncourt monta à l'instant même à cheval et prit la route de Milan. Il y arriva le surlendemain à 7 heures du matin et descendit au perron de l'hôtel Serbelloni où logeait le général Bonaparte. Il avait fait une partie de la route à cheval et l'autre dans une espèce de calessino qu'on appelle sédiole. Mais là, d'Hermoncourt trouva un obstacle auquel il ne s'attendait pas. L'aide-de-camp avait ordre de ne laisser pénétrer jusqu'à Bonaparte qu'à 7 heures du matin. D'Hermoncourt se fâcha. « Eh, monsieur, lui dit-il, vous voyez bien par la boue dont je suis couvert que je n'arrive pas du bal, et si j'insiste pour voir le général en chef, j'ai quelque chose d'important à lui dire. » L'aide-de-camp s'obstina dans son refus. D'Hermoncourt s'entêta dans la volonté de voir Bonaparte. L'aide-de-camp lui barra le passage. D'Hermoncourt était un bulldog de l'école républicaine. Il prit l'aide-de-camp par les 2 épaules, lui fit faire un tour sur lui-même et passa. Mais toute cette lutte ne s'était pas accomplie sans bruit, et d'Hermoncourt trouva Bonaparte sur la porte de son cabinet. « Qu'y a-t-il donc » demanda Bonaparte en fronçant le sourcil. « Ma foi, général, répondit d'Hermoncourt, il y a qu'il n'est pas très agréable, quand on vient de faire 30 lieues en 26 heures, d'être obligé de passer sur le ventre de vos aides-de-camp pour arriver jusqu'à vous. Mais si telle était cependant la consigne donnée... » « Si telle était la consigne donnée, général, dit gaiement d'Hermoncourt, faites-moi fusiller, car j'ai violé la consigne. Cependant, je vous prierai de ne commander le piquet qu'après avoir lu cette dépêche. » Bonaparte lut la dépêche. Puis, se retournant vers l'aide-de-camp, « Vous avez oublié, monsieur, lui dit-il, que la consigne n'existait pas pour tout officier d'état-major arrivant de Mantoue, et qu'à midi comme à minuit, la porte leur est ouverte. Rendez-vous aux arrêts. » L'aide-de-camp s'inclina et sortit. « Comment Dumas s'est-il procuré cette dépêche » demanda Bonaparte. D'Hermoncourt raconta l'affaire et entra dans tous les détails. « Berthier, Berthier » cria Bonaparte.
Berthier parut avec sa gravité et son importance ordinaire. « Tiens, Berthier, lui dit Bonaparte en lui présentant la dépêche, « flaire-moi cela et dis-moi ce que cela sent. » Mon général, dit Berthier, « cela sent la merde. » Eh bien, à la bonne heure, tu n'as pas tourné autour. Lis maintenant. Berthier lut. Oh, fit-il. Comprends-tu, Berthier, la prochaine bataille s'appellera la bataille de Rivoli, et celle-là, où je me trompe fort, décidera de la campagne. En tout cas, comme dit Alvinzi, nous avons une vingtaine de jours devant nous. Et comme un homme prévenu en vaut deux, dit d'Hermoncourt, et que, même quand vous n'êtes pas prévenu, vous en valez 100, ça va être drôle. Ah, en attendant, dit Bonaparte, comme tu as probablement faim, tu vas prendre le temps de te décrotter, voilà tout, et tu déjeuneras avec nous. Connais-tu Joséphine ? Non, général, je n'ai point cet honneur. Eh bien, je te présenterai à elle, va et reviens. D'Hermoncourt ne se le fit pas dire 2 fois. Il déjeuna et dîna avec Bonaparte, qui exigea qu'il restât au palais et y coucha. Le lendemain matin, il lui remit une lettre pour mon père, le chargea de 1000 compliments et lui annonça qu'il pourrait partir quand il voudrait et que la voiture était prête. D'Hermoncourt monta en voiture dans la cour. Bonaparte et Joséphine étaient à une fenêtre et Berthier à la fenêtre voisine. « Bon voyage !» cria Bonaparte à d'Hermoncourt. « Merci, général, répondit celui-ci. N'oubliez pas le 13 janvier et défiez-vous des délices de Capoue. »« Sois tranquille, lui cria le général en chef. Je ne ferai point comme Hannibal. » Voici la lettre que Bonaparte écrivait à mon père. Armée d'Italie, République française, liberté, égalité, au quartier général de Milan, le 7 Nivose, dimanche 28 décembre, an 5 de la République une et indivisible. Bonaparte, général en chef de l'armée d'Italie, au général Dumas. J'ai reçu la lettre que m'a apportée votre aide de camp. Il était impossible d'avoir plus à propos des renseignements plus essentiels. Vous aurez reçu l'ordre que je donne pour qu'on éloigne d'1 lieue de Mantoue tous les habitants du pays. Et je ne doute pas que vous ne teniez la main à l'exécution de cet ordre qui, quoique un peu sévère, est très utile. Je donne l'ordre pour qu'on prenne quelques précautions de l'autre côté du Pô. Ce projet de la cour de Vienne me paraît insensé. Je vous prie de faire passer sous bonne escorte à Milan l'espion que vous avez arrêté. Je vous félicite de votre bon succès et en augure un meilleur. Bonaparte. Le jour même du départ de d'Hermoncourt de Milan, l'armée française reçut l'ordre d'occuper les positions de Montebaldo, de la Corona et de Rivoli. Le 5 janvier, le général Alvinzi quitta Bassano. Le 6, Bonaparte fit occuper Bologne par 7000 hommes. Le 11, Bonaparte se rendait sous les murs de Mantoue. Le 12, l'armée autrichienne livre les combats de Saint-Michel et de la Corona et campe à Montebaldo. Le 13, Joubert évacue la Corona et prend la position de Rivoli, tandis que les Autrichiens occupent Bevilacqua. Enfin, le 14, Bonaparte visite le plateau de Rivoli, sur lequel il était arrivé à 2 heures du matin. C'est là qu'allait se livrer la bataille prédite. On en sait les résultats. 45 000 Autrichiens avaient engagé la bataille à 8 heures du matin. À 5 heures du soir, on les cherchait vainement. On eût dit qu'un tremblement de terre les avait engloutis. On en avait fini d'un seul coup avec Alvinzi. Restait Provera. Provera suivait le plan indiqué dans la lettre interceptée par mon père. Il s'est dérobé à Augereau, il a jeté un pont à Anghiari, un peu au-dessus de Legnano, il marche sur Mantoue, qu'il vient ravitailler avec 9 ou 10 000 hommes. Augereau a appris son passage, il se jette sur ses arrières, lui prend 2000 hommes, mais avec les 7000 qui lui restent, Provera continue sa route. Heureusement, Bonaparte apprend ces détails à Castelnovo. Il est à égale distance de Mantoue, il commente les Français, il arrivera donc avant Provera. S'il n'arrive pas et que la garnison fasse la sortie demandée à Wurmser par la lettre d'Alvinzi, le corps de Blocus sera pris entre 2 feux. La division Masséna reçoit l'ordre de marcher au pas de course sur Mantoue, elle doit arriver le même soir. Les réserves laissées à Villafranca feront la même route et avec la même vitesse. Enfin, Bonaparte lui-même part au galop pour être rendu avant la nuit. Maintenant, on peut voir par les lettres du général Sérurier à mon père ce qui se passait du côté de Mantoue et quelle activité régnait dans le camp français.
Au quartier général de Roverbella, 20 Nivose en 5. Serrurier, général de division, commandant le blocus, au général Dumas, commandant la 2e division. Je viens de recevoir, général, une lettre du général divisionnaire Augereau, datée de Porto Legnano le 17, par laquelle il me mande que l'ennemi, avec des forces bien supérieures à lui, a attaqué ses avant-postes et que l'adjudant général Dufaux a abandonné le château de Bévillacqua afin de n'y être pas tourné. Il m'écrira pour me faire connaître les mouvements qu'aura fait l'ennemi pendant cette nuit. Tous nos postes sont exactement attentifs, mais je doute que l'ennemi de Mantoue entreprenne quelques grands mouvements, à moins que son armée n'ait un avantage bien marqué, ou bien qu'il ne cherche à s'évader. Sitôt que j'aurai des nouvelles du général Augereau, je vous en ferai part. Salut et fraternité, Serrurier. On comprend que cet ennemi qui attaque Augereau, c'est Provera, lequel, en vertu des instructions qu'il a reçues, marche sur Mantoue. Quartier général de Roverbella, 22 Nivose, Serrurier, etc. En conséquence de la lettre que vous m'avez écrite hier, général, relativement au débarquement que les ennemis ont opéré, je crois devoir redoubler de moyens pour la défense de Mincio. Je viens, en conséquence, d'écrire au général Victor pour qu'il envoie aujourd'hui un bataillon de sa réserve à Formigosa, afin de le porter ensuite où le besoin l'exigera. Quoique je cherche ce général de correspondre directement avec moi, je lui recommande encore de vous faire passer, ainsi qu'au général d'Allemagne, tous les avis nécessaires. Le restant du bataillon de la 57e, dont vous avez déjà parlé, restera en réserve à Goito. Salut et fraternité, Serrurier. 23 Nivose, Serrurier, etc. Je vous préviens, général, que l'ennemi a attaqué nos lignes et qu'on est aux prises depuis environ 9 heures du matin. Je ne doute pas que la garnison de Mantoue ne la seconde par quelque mouvement. Étant prêt à la recevoir, nous la ferons bien vite rentrer dans ses murs. En cas d'événement, je vous prie de correspondre avec moi et avec les généraux qui sont près de vous. Il serait possible que quelques parties de la ligne de l'armée soient obligées de céder du terrain. C'est pourquoi il est encore essentiel de surveiller l'extérieur afin d'empêcher quelques troupes ou convois d'entrer dans la place. Salut et fraternité, Serrurier. Le 25 Nivose, à 10 heures du matin, mon père recevait cette lettre. Quartier général de Roverbella, 25 Nivose, Serrurier, etc. Je vous préviens, général, que l'ennemi a passé la Dige cette nuit à Anghiari, près Porto Legnano. Je ne connais pas sa force, mais nous devons nous mettre en mesure, parce qu'il est vraisemblable que nous serons attaqués cette nuit. N'oubliez pas, je vous prie, d'en faire prévenir le général Miolis. Recommandez-lui de pousser ses reconnaissances du côté de Castellaro, ou du moins des Douai Castelli. Salut et fraternité, Serrurier. J'ordonne au commandant de la 64e, qui est à Formigosa, de se retirer sur le général Miolis dès qu'il ne pourra plus tenir. En cas d'événement, je me retirerai sur Goito. 2 heures après, mon père reçut cette autre lettre. Saint-Antoine, 25 Nivose, Serrurier, etc. Je n'ose présumer, général, qu'il n'y aura pas de sortie du côté du général d'Allemagne. Au contraire, je crois que l'ennemi peut se présenter en force sur Governol et Formigosa pour s'assurer de ces 2 points et s'assurer le Pau pour ravitailler Mantoue. Il est bien certain qu'ils auront moins de chemin à faire pour arriver dans cette partie-là que par ici. Au reste, je pense qu'il faut nous garder partout, cela n'empêchera point que s'il y a quelque occasion, nous en profitions. Le général Beaumont n'a plus de cavalerie, je la lui ai toute retirée cette nuit pour l'envoyer à Castelnovo. Salut et fraternité, Serrurier. Je compte beaucoup sur le général Miolis et sur un bataillon que j'ai mis à Governolo. Toute réflexion faite, pour ne pas perdre de temps, je vais retourner à Roverbella et j'espère recevoir des nouvelles du général en chef. Mon père fit passer au général Miolis, qui était à Saint-Georges, copie de ces 2 lettres. La journée s'écoula en observation. Mon père passa la nuit aux avant-postes. Le 26, à 9 heures du matin, il reçut cette dépêche. Serrurier, etc. Je vous donne avis que les ennemis paraissent du côté de Douai Castelli. Donnez vos ordres en conséquence. Salut et fraternité, Serrurier. Roverbella, 26 Nivose, 2 heures après, il recevait cette seconde lettre. Serrurier, etc. Il faut absolument, général, vous opposer au débarquement de l'ennemi.
portez à cet effet de ce côté jusqu'à 1500 hommes. Les troupes ne nous manquent point à présent, ainsi soyez tranquilles. Salut et fraternité, serrurier. Vincinius Roverbella. Pour porter 1500 hommes sur le point indiqué par le général Serrurier, il eût fallu les avoir. Mon père écrivit donc à son ami d'Allemagne, à Montanara, de détacher ce qu'il pourrait d'hommes de sa division et de les lui envoyer. D'Allemagne répondit aussitôt Montanara, 26 niveaux en 5, d'Allemagne à son ami Dumas. Quoique je ne doive pas être attaqué, mon bon ami, les moyens que j'ai sont trop faibles pour porter une grande force du côté de Formigosa. J'ai un tiers de ma division qui ne peut se relever, et sa force n'est que de 2000 hommes. Juge, mon cher, si je puis avoir du disponible. Aussitôt ta lettre reçue, j'ai cependant donné ordre au général Monteau de tenir quelque peu de troupes prêtes à marcher. D'ailleurs, je t'observe que le général Serrurier me prévient par sa lettre d'hier soir qu'il va donner des ordres pour que le pont de Formigosa soit coupé. En conséquence, s'il a mis son ordre à exécution, il m'est impossible de te donner du secours. Je te dirai mieux, si l'ennemi qui a passé la Dige parvient à attaquer par Saint-Georges, la sortie de Mantoue est assurée, et malgré la meilleure volonté à soutenir le choc, nous serons obligés de succomber parce que l'ennemi ne peut s'enfourner sans courir de grands risques où il a des forces majeures. Adieu, mon cher ami, compte que je saisirai toujours avec empressement toutes les occasions de t'être utile ainsi qu'à mon pays. Je t'embrasse sincèrement d'Allemagne. Cependant, il en coûtait aux braves d'Allemagne de refuser à mon père les hommes qu'il demandait, car il savait une chose, s'il les demandait, c'est qu'il croyait en avoir grand besoin. Aussi vers midi, lui écrivait-il de Casanova. Le général d'Allemagne au général Dumas, je viens d'apprendre, général, que le pont de Formigosa existait encore. J'ai de suite donné ordre au général Monteau de partir avec 500 hommes et 2 pièces d'artillerie pour se rendre à Formigosa et lui ai donné les instructions nécessaires pour prendre l'ennemi par derrière, si toutefois tu es attaqué. Salut et fraternité d'Allemagne. À cette lettre était jointe la copie suivante qui expliquait comment le pont de Formigosa n'était point détruit. Copie de la lettre écrite par le citoyen Doré, chef du 1er bataillon de la 64e demi-brigade au général d'Allemagne. Je vous préviens, général, que, conformément aux ordres que j'ai reçus cette nuit du général Serrurier, je me suis rendu ce matin à Governolo avec mon bataillon. Le général m'avait donné l'ordre de rompre le pont de Formigosa avant de me porter à Governolo. Lorsque je me suis présenté pour mettre son ordre à exécution, le commandant d'un détachement de la 45e demi-brigade qui occupe ce poste s'est opposé à l'exécution de cet ordre, comme étant contraire aux instructions que vous lui avez données, disant qu'il fallait au moins voir l'ennemi auparavant. Je me suis rendu à son raisonnement que j'ai trouvé fort juste. Signé Doré pour copie conforme d'Allemagne. À 6 heures, mon père recevait cette 3e lettre au quartier général à Montanara, le 26 Niveaux sur les 4h30. Le général d'Allemagne au général Dumas. En supposant que le général Monteau ne soit pas encore rendu avec ses 500 hommes à Formigosa, je viens de lui écrire pour précipiter sa marche. Comme le général Serrurier me marque qu'en cas d'attaque, il faut tenir jusqu'à la dernière extrémité, en conséquence de ce que je crains beaucoup, si l'ennemi m'attaque et si tu prévois que ces 500 hommes ne te soient pas bien utiles, fais-moi l'amitié de me les renvoyer. Quoi qu'il en soit, si l'ennemi attaque, nous ferons en sorte de le bien recevoir. Je t'embrasse d'Allemagne. On voit la préoccupation dans laquelle mettait cet excellent d'Allemagne l'idée du danger que courait mon père. Ce n'était pas mon père, c'était Miolis qui portait le poids de toute cette journée. Provera avait marché droit devant lui, et Parceva, Sanguinetto, Torre et Castellaro étaient venus donner du front contre Saint-Georges où commandait Miolis. Le général autrichien connaissait le mauvais état dans lequel se trouvaient les fortifications de Saint-Georges, et il espérait bien que Miolis n'essaierait pas même de lui disputer le passage. Aussi le fit-il sommer tout simplement de se rendre. Miolis répondit par une effroyable canonnade que non seulement mon père entendait de Saint-Antoine, mais dont il voyait même la fumée.
Mon père expédia aussitôt d'Hermoncourt pour avoir des nouvelles positives. D'enclos en enclos et de haie en haie, d'Hermoncourt, fort jeune, fort alerte et fort brave, gagna Saint-Georges et y trouva le général Miolis, qui faisait à la fois face à Provera et à Wormser. Au moment où, au milieu du feu, d'Hermoncourt joignait Miolis et le saluait, une balle enlevait le chapeau de ce dernier. « Ah, c'est toi, mon enfant, lui dit Miolis, tu viens de la part de Dumas. »« Oui, général, il entendait votre canonnade, et connaissant le mauvais état de vos fortifications, il était fort inquiet de vous. »« Eh bien, dis-lui de se rassurer sur mon compte. J'ai établi mon quartier général ici, sur la place d'Armes, et je réponds d'une chose, c'est que si l'ennemi traverse cette place, il passera sur mon tombeau. » « Mais Provera, demanda d'Hermoncourt. « Bah, Provera, il est dans le traquenard. Mon ami Augereau, qui l'a laissé passer, le suit, et tandis que je l'arrête ici, va lui en donner sur le cul. Dis donc à Dumas que demain, Provera sera expédié. » D'Hermoncourt n'avait pas besoin d'en voir davantage. Il repartit pour Saint-Antoine, où mon père avait établi son quartier général pour être plus à portée de l'ennemi. Il arriva à 5 heures, annonça que tout allait bien. Victor avait rallié mon père avec sa brigade. Il dînait avec lui quand d'Hermoncourt entra. C'était la 3e nuit qu'on allait passer sans dormir. Mon père et Victor se jetèrent tout habillés sur leur lit. D'Hermoncourt restait pour faire rapport au général Serrurier de son excursion à Saint-Georges. Il était au plus fort de sa rédaction lorsqu'il sentit qu'on lui mettait la main sur l'épaule. Il se retourna, c'était Bonaparte. « Eh bien, lui dit le général, nous avons gagné la bataille de Rivoli. J'arrive. La tête de la division Masséna me suit au pas de course. Que fait Miolis? Où est Provera? Augereau l'a laissé passer, à ce qu'on m'a dit, et l'a-t-il suivi, au moins? Que fait Wormser? A-t-il essayé quelques mouvements? Voyons, parle. » Général, répondit d'Hermoncourt avec le même laconisme, Augereau a été forcé, mais il est tombé sur les derrières de Provera et lui a pris 2000 hommes et 4 pièces de canon. Ah bon? Provera est devant Saint-Georges, où Miolis a tenu toute la journée et tiendra jusqu'à ce qu'on l'extermine, lui et ses hommes. Bon. Wormser a voulu faire des sorties, mais on l'a rejeté dans Mantoue. Bon, où est Dumas? Ah, me voilà, général, répondit mon père, en paraissant sur le seuil de la chambre à coucher. Ah, c'est vous, monsieur, lui dit Bonaparte en le regardant de travers. Ce regard n'était pas de ceux que mon père laissait passer sans en demander l'explication. « Oui, c'est moi. Eh bien, qu'y a-t-il »« Il y a, monsieur, que le général Serrurier vous a écrit 2 lettres hier. »« Eh bien, après ?»« Dans la première, il vous prévenait qu'en cas d'événement, il se retirerait sur Goito. »« Oui, général. »« Vous avez répondu à cette lettre ?»« Oui. »« Et qu'avez-vous répondu ?»« Voulez-vous le savoir ?»« Cela me fera plaisir. » Eh bien, je lui ai répondu, « Retirez-vous au diable si vous voulez, je m'en bats l'œil. Quant à moi, je me fais tuer, mais je ne me retire pas. » Savez-vous que si vous m'écriviez une lettre comme celle-là, je vous ferais fusiller? C'est possible, mais vous ne m'écririez probablement pas une lettre comme celle qu'a écrite le général Serrurier. C'est bien, dit simplement Bonaparte. Puis, se retournant vers d'Hermoncourt, « Allez faire former les troupes en 3 colonnes, lui dit-il, et quand cela sera fait, venez m'en rendre compte. » D'Hermoncourt sortit. Alors, s'adressant à mon père, qui s'apprêtait à rentrer dans sa chambre, « Restez, général. J'ai dû vous dire ce que je vous ai dit devant votre aide de camp. Que diable, quand on écrit des lettres pareilles à son supérieur, on les écrit soi-même au moins, on ne les dicte pas à un secrétaire. Ne parlons plus de cela. Quels sont vos commandants ici ? » Mais, général, reprit mon père, la première colonne, composée de la 57e demi-brigade, a son chef naturel, c'est Victor. La seconde sera commandée par l'adjudant général Rimbaud, notre chef d'état-major, la 3e par le colonel Moreau, commandant de la 11e demi-brigade. C'est bon, où est Victor? Il n'est pas loin, dit mon père, écoutez, et vous l'entendrez ronfler. Allez l'éveiller. Mon père passa dans la chambre à côté et secoua Victor qui ne voulait pas à toute force ouvrir les yeux. « Mais, sacrebleu, lui dit mon père, réveille-toi donc !»« Que diable me veux-tu » demanda celui-ci en grommelant. « Je veux te faire général de division. »« Moi ?»« Oui, Bonaparte est là et te donne le commandement d'une colonne à la bataille de demain. »« Ah, morbleu !» Et Victor se secoua et accourut. D'Hermoncourt rentrait en même temps. « Eh bien, demanda Bonaparte.
Vos ordres seront exécutés, général. Bien, maintenant, va voir aux environs de la Favorite dans quelle position est l'ennemi. » D'Hermoncourt partit. Il était 8 heures du soir, nos troupes occupaient la Favorite. D'Hermoncourt dépassa les avant-postes et, s'aventurant vers Mantoue, alla juste donner dans une sortie que faisait Wurmser. Aussi, 3/4 d'heure après son départ, l'entendit-on crier de loin « À cheval, général, à cheval, l'ennemi me suit !» En effet, il avait manqué être pris, et se sentant poursuivi de près, il appelait à son aide. Mon père monta à cheval, se lança à la tête du 20e régiment de dragons, et tomba sur l'ennemi, qu'il refoula dans la place, et qu'il contint jusqu'au jour. Tandis que la division Masséna, toute disloquée par la marche forcée et la distance énorme qu'elle avait parcourue, arrivait à Marmirolo et à Saint-Antoine où elle se reformait. L'intention de Bonaparte, en faisant si grande diligence, était d'en finir d'un coup avec Provera, comme d'un coup il en avait fini avec Alvinzi. En effet, du moment où Provera n'était point entré dans Mantoue, du moment où Augereau l'avait suivi par derrière, du moment où, ayant en face de lui Miolis, Bonaparte lui tombait sur les flancs avec la division Masséna, Provera était perdu. Bonaparte passa la nuit à faire ses dispositions du lendemain. Mon père resta au poste où il était. C'était le poste important, puisqu'il était chargé de refouler dans la place Wurmser et ses 15 ou 20 000 hommes, c'est-à-dire une garnison qui, sans compter Provera, était plus forte que l'ennemi qui la bloquait. Pendant la nuit, Provera, au moyen d'une barque, parvint à communiquer avec Wurmser et à combiner pour le lendemain avec ce général une attaque sur la Favorite et sur Montala. On ignorait à Mantoue et dans le camp de Provera l'arrivée de Bonaparte et des troupes qui avaient combattu la veille à Rivoli. L'eût-on su, elle n'était pas croyable et on ne l'eût pas cru. À 5 heures du matin, mon père fut attaqué par Wurmser. La lutte fut terrible. Après la lettre qu'il avait écrite 3 jours auparavant à Serrurier, mon père ne pouvait pas reculer, et ne recula point. Avec 2 ou 3 régiments, et entre autres son régiment de dragons, il tint ferme et donna le temps à Bonaparte de lui envoyer la 57e demi-brigade de Victor, qui, pour arriver jusqu'à lui et le dégager, fit une si sanglante trouée qu'à partir de ce jour, elle fut appelée la Terrible. On retrouva mon père avec 700 ou 800 hommes entourés de morts. Il avait eu un cheval tué sous lui, un second avait été enterré par un boulet, et le cavalier seul, que l'on croyait mort, était sorti en se secouant de cette glorieuse tombe. Wurmser, repoussé à son tour, se rabattit sur la Favorite, mais la Favorite, défendue par 1500 hommes, résista à l'effort de Wurmser et fit même une sortie. Devant cette sortie, devant les charges réitérées de mon père et de ses dragons, devant l'héroïque obstination de Victor, dont les troupes fraîches combattaient avec la rage du repos auquel elles avaient été condamnées, tandis que l'armée s'illustrait à Rivoli, Wurmser recula et fut forcé de rentrer dans la ville. Dès lors, Provera, abandonné, fut perdu. Et pris entre Bonaparte, Miolis, Serrurier et Augereau, il mit bas les armes avec 5000 hommes. Le reste de sa troupe était tué. Ainsi, en 2 jours, les batailles de Rivoli et de la Favorite gagnées, 2 armées détruites, 20 000 hommes faits prisonniers, tous les canons et tout le matériel pris, les Autrichiens hors d'état de tenir la campagne, à moins de créer une 5e armée. Tout cela était le résultat du hasard qui avait livré l'espion à mon père, fécondé par le génie de Napoléon. La brigade seule de mon père prit 6 drapeaux. Aussi, le lendemain, 28 Nivose, mon père reçut-il cette lettre du général Serrurier. Au quartier général de Roverbella, le 28 Nivose en 5 de la République une et indivisible, Serrurier, etc., vous voudrez bien donner l'ordre général pour que les drapeaux qui ont été pris par vous dans la journée d'hier à l'ennemi soient apportés ici au général Berthier et en son absence chez moi. Le général en chef accorde 4 louis à chaque homme qui remettra un drapeau. Salut et fraternité, signé Serrurier. Le soir même de la bataille, mon père avait reçu une dépêche du général Serrurier, laquelle contenait une lettre pour Wurmser. Cette lettre n'était autre chose qu'une sommation de rendre Mantoue. Voici cette lettre du général Serrurier.
de Roverbella, le 27 Nivose en 5. Serrurier, etc. Je vous donne avis général que je viens d'envoyer l'ordre à la 57e demi-brigade ainsi qu'à la 18e de se porter à la Favorite, et je les préviens qu'elles y seront à vos ordres. Je vous observe cependant que les 2 corps ne feront partie de votre division qu'un instant seulement. C'est pourquoi vous ne les éloignerez pas, sauf cas d'absolue nécessité. On a rendu compte au général en chef que vous avez arrêté un convoi considérable de bœufs et grains. Et si c'est vrai, donnez des ordres pour qu'on les conduise à Porto Legnano sous bonne escorte. Que toute l'artillerie et les caissons pris sur l'ennemi soient dirigés sur notre parc d'artillerie et que cela soit exécuté sur le champ. Recommandez la plus grande surveillance parmi les postes. On soupçonne le général Wurmser de vouloir profiter du moment de notre joie pour s'échapper. Salut et fraternité, Serrurier. Post-scriptum, je vous prie, général, de faire passer le plus tôt possible au général Wurmser à Mantoue la lettre jointe. Serrurier. Le convoi de bœufs et de grains fut à l'instant même dirigé sur Legnano et la lettre parvint à Wurmser la nuit même. L'armée avait grand besoin de ce convoi de grains et de viande. La preuve en est dans cette lettre que le général Serrurier écrivait à mon père pour le 20 Nivose. J'étais instruit, général, que la viande manque. Je n'en ai point parlé parce que je n'y connais pas de remède. Nous sommes dans le même cas que les troupes qui sont à Vérone. J'ai ordonné au commissaire des guerres de délivrer du riz en place jusqu'à ce que nous puissions faire mieux. On ne m'ennuie jamais, général, lorsque l'on s'occupe du soldat. Ceux qui ont servi avec moi savent que je m'en occupe. J'ai fait des demandes en effet d'habillement et d'équipement. 1000 roupes me sont annoncées depuis mon arrivée, ainsi que quelques paires de souliers pour toute la division, et rien n'arrive. Rappelez, je vous prie, à notre adjudant général l'état des officiers que j'ai demandé. Il m'est absolument nécessaire pour remplir les vues du général en chef. Salut et fraternité, Serrurier. Quant à la garnison, elle était, on le comprend bien, dans un état déplorable sous le rapport des vivres. La famine en était arrivée à ce point qu'une poule coûtait 10 louis et un chat 15. On se procurait encore des rats à 2 louis, mais avec la plus grande difficulté. Wurmser se confessait tous les 15 jours, et chaque fois qu'il se confessait, il envoyait au chanoine Cavallini, curé de la collégiale de Saint-André, un morceau de cheval, en s'invitant à dîner dans la maison. Ces jours-là, c'était fête, et des restes du dîner, on vivait toute la semaine. En vertu de la lettre que mon père avait fait passer dans la nuit du 27 au 28 Nivose, Wurmser se détermina à capituler le 2 Pluviose, 22 janvier 1797. Mais la reddition n'eut lieu que le 14 et l'entrée de l'armée française dans la ville que le 16 du même mois. Elle eut sa libre sortie de Mantoue avec son état-major, 200 hommes de cavalerie, 500 personnes à son choix et 6 pièces de canon. Quant à la garnison, forte de 13 à 14 000 hommes, elle fut faite prisonnière et conduite à Trieste pour y être échangée. Comme mon père l'avait prédit à Victor en le réveillant, celui-ci fut fait général de division. L'adjudant général Vaux fut ainsi fait général de brigade. Bonaparte signala comme s'étant particulièrement distingués les généraux Brune, Viallet-Bon et les chefs de brigade d'Estaing, Marquis et Tournerie. De mon père, il n'en fut pas question. Son nom ne fut pas même prononcé. On sait que c'était assez l'habitude de Bonaparte. Il n'aimait pas qu'un général fît trop. Témoin Kellermann à Marengo. Non seulement mon père, qui avait saisi la lettre, qui avait dévoilé le plan d'Alvinci, qui avait contenu Wurmser dans Mantoue, qui avait pris 6 drapeaux à une troupe 3 fois plus forte que la sienne, qui avait eu 2 chevaux tués sous lui, non seulement mon père ne fut pas cité, mais encore sa division fut réunie à celle de Masséna, ce qui était une disgrâce. Mon père furieux voulait donner sa démission. d'Hermoncourt l'en empêcha. Mon père alors s'informa et apprit que le général chargé du rapport sur le siège l'avait porté en observation pendant le combat de la Favorite. Il commença par se faire donner le certificat suivant. Armée d'Italie, division du blocus de Mantoue, 20e régiment de dragons.
nous, officiers au 20e régiment de dragons, sous-signés, certifions que le général de division Dumas a perdu un cheval tué sous lui dans la bataille du 27 de ce mois devant Mantoue et un autre enterré d'un boulet. Fait au bivac de Marmirolo, le 29 Nivose en 5 de la République. Signé Bontemps, adjudant, Baudin, adjudant, Bonnefoy, Dubois, sous-lieutenant, Bonnefroy, sous-lieutenant, Bonnard, chef de brigade, Lecomte, lieutenant, Lebrun, lieutenant, Dejean, capitaine, Bouzat, lieutenant. Puis il écrivit à Bonaparte. Général, j'apprends que le Jean Foutre chargé de vous faire un rapport sur la bataille de 27 m'a porté comme étant resté en observation pendant cette bataille. Je ne lui souhaite pas de pareilles observations, attendu qu'il ferait caca dans sa culotte. Salut et fraternité, Alexandre Dumas. Le fait est que la lettre qui attachait mon père à la division Masséna était sèche et eût même blessé un homme d'un caractère moins susceptible que le sien. La voici, elle était datée du lendemain même de la bataille où mon père avait eu 2 chevaux tués sous lui. Au quartier général de Roverbella, le 28 Nivose en 5 de la République unie indivisible, le général de division, chef de l'état-major, le général en chef ordonne au général divisionnaire Dumas de partir pour Marmirolo dès qu'il aura été remplacé par le général Chabot et de se rendre à la division du général Masséna pour servir à l'armée active sous les ordres de ce général à Vérone. Signé Berthier, cette fois. Il n'y avait plus ni salut ni fraternité, même en abrégé. Chapitre 8. Ce qui avait exaspéré mon père, c'est qu'il était impossible que, même avec la meilleure volonté du monde, Bonaparte eût cru un instant à cette norte observation, puisque c'était en vertu des ordres mêmes qu'il avait reçus de lui que mon père avait fait cette héroïque défense du 27, dans laquelle, avec des troupes 3 fois inférieures en nombre à celles du maréchal, il le repoussa dans Mantoue. Voici les ordres que Bonaparte dictait à Berthier au moment même où, après l'avoir quitté chez lui au presbytère de Saint-Antoine, mon père, à la tête d'une poignée de dragons, repoussait la sortie nocturne de Wurmser. État-major général au quartier général de Roverbella, le 26 Nivose à 8 heures du soir. Le général en chef ordonne, général, que vous vous portiez sur le champ avec 2 pièces d'artillerie légère et toute la cavalerie que vous pourrez réunir, et particulièrement les 100 dragons qu'il a envoyés ce soir, pour reconnaître la position de l'ennemi, observer ses mouvements et être tout prêt à l'attaquer avec succès, dès l'instant que le général d'Allemagne, auquel le général en chef envoie l'ordre, aura fait son mouvement pour tomber également sur l'ennemi. Les troupes arrivées ce soir à Roverbella sont excédées de fatigue et ont besoin de 2 heures de repos, après lequel temps elles seront prêtes à agir. Elles recevront les ordres du général en chef pour les mouvements qu'elles doivent faire d'après la reconnaissance que vous allez faire et que vous lui enverrez, et d'après les rapports qu'il attend incessamment sur les reconnaissances qu'il a ordonnées sur les différents points de la Molinella. Quelque chose qui arrive, vous devez jeter dans Saint-Georges les vivres et le monde nécessaires pour que ce poste puisse se défendre 48 heures. Le général en chef vous a déjà fait donner l'ordre par le général Serrurier de réunir un corps de 1500 hommes composé de l'élite de votre division, lequel sera apporté de l'endroit où l'ennemi a établi sa communication avec la garnison de Mantoue, pour pouvoir, si l'occasion s'en présente favorable, commencer l'attaque ou au premier ordre que vous recevrez. Vous ne devez pas craindre de dégarnir Saint-Antoine, c'est par là que passeront les renforts qui vous seront envoyés. Rendez compte au général en chef de votre reconnaissance et de toutes les dispositions que vous aurez faites. Signé Alexandre Berthier. Ce fut en effet par Saint-Antoine que Bonaparte, voyant mon père entouré de forces quadruples, lui envoya, pour le dégager, la fameuse 57e demi-brigade qui le trouva à moitié enterré dans le même trou où son cheval était enterré tout à fait. Masséna connaissait la cause de cette disgrâce momentanée, aussi reçut-il mon père non seulement comme un camarade, mais encore comme un homme dont il appréciait les qualités militaires. En conséquence, il lui donna le commandement de son avant-garde. Ce fut à la tête de cette avant-garde que mon père se trouva au combat de Saint-Michel, entra dans Vicence et assista
à la bataille de Bassano. En 6 mois, comme le disait lui-même Bonaparte dans sa proclamation de guerre au pape, l'armée d'Italie avait fait 100 000 prisonniers, pris 400 pièces de canon et détruit 5 armées. On comprend que cette guerre pontificale fut une plaisanterie. Le 16 Pluviose, nous étions maîtres de la Romagne, du duché d'Urbain, de la Marche d'Ancône, de l'Ombrie et des districts de Perugia et de Camerino. Enfin, le 30 Pluviose, 19 février, la République française et le souverain pontife signaient le traité de Tolentino, en exécution duquel le Saint-Père cédait à la France Avignon et le comtat venessin, renonçait aux légations de Ferrare et de Bologne ainsi qu'à la Romagne, et consentait à l'occupation de la ville, citadelle et territoire d'Ancône. Il s'obligeait en outre à verser à l'instant 30 millions dans la caisse de l'armée d'Italie, à désavouer solennellement le meurtre de Passeville et à payer 300 000 francs à titre de dédommagement à ceux qui auraient pu souffrir de ce meurtre. Enfin, le pape s'obligeait à remettre les objets d'art et les manuscrits mentionnés dans l'armistice de Bologne et à rendre sans dégradation à la République française, dont il était la propriété, le palais de l'École des Arts. Le traité de Tolentino termina cette première campagne d'Italie qui avait vu renouveler les prodiges d'Hannibal avec la fortune d'Alexandre. Pendant que la République française, représentée par Bonaparte, signait avec le pape le traité de Tolentino, les Autrichiens rassemblaient dans les montagnes du Tyrol une 6e armée dont l'empereur donnait le commandement au prince Charles, auquel sa campagne sur le Rhin venait de faire une réputation. Le prince Charles prit le commandement de cette armée dans le courant de février 1797, Pluviose en 5. À la fin de février, c'est-à-dire vers le 8 ou le 9 Ventose, l'armée ennemie tenait les positions suivantes. Son corps principal était sur le Tagliamento. Son aile droite, sous les ordres du général Kerpen et du général Laudon, était placée derrière la Lavis et la Noce et défendait l'entrée du Tyrol. Le prince Lusignan, si bien battu à Rivoli, occupait avec sa brigade l'intervalle existant entre les 2 branches principales et avait pris position aux environs de Feltre. Enfin, l'avant-garde, sous les ordres du général Hohenzollern, se tenait sur la Piave. De son côté, Bonaparte, qui attendait 18 000 hommes de renfort de l'armée du Rhin, avait réuni dans la marche Trévisane 4 divisions de son armée. Masséna était à Bassano, le général Guilleux occupait Trévise, Bernadotte, qui commençait à arriver, devait occuper Padoue, Joubert, avec sa division et celle des généraux Barraguedilier et Delmas, était opposé à Kerpen et à Laudon. Enfin, Victor et 7500 hommes restaient dans la marche d'Ancône, tandis que Quilmen, avec 6000 hommes à peu près, gardait la Lombardie et les frontières du Piémont et de Gênes. Tout cela formait pour les Autrichiens un total de 35 000 hommes et pour les Français de 36 à 37 000. Vers le milieu de Ventose, mon père reçut l'ordre de quitter le corps d'armée de Masséna pour celui de Joubert et d'abandonner Bassano et Trente. Joubert, auprès duquel il était envoyé, fut un des hommes les plus remarquables de cette époque si fertile en hommes remarquables. C'était un de ces beaux, jeunes et purs républicains de l'école de Marceau, de Hoche et, je puis dire, de mon père. Comme Marceau, comme Hoche et comme mon père, il mourut jeune. Seulement, Marceau et Joubert eurent le bonheur de mourir chacun d'une balle tyrolienne, tandis que Hoche et mon père moururent empoisonnés. Joubert était un des héros de Rivoli. Comme mon père à la Favorite, il avait eu son cheval tué sous lui, et s'emparant du fusil d'un grenadier, il avait combattu à pied pendant le reste de la journée. Cette journée, dans laquelle il avait pris plusieurs pièces de canon et culbuté l'ennemi dans la Dige, lui avait valu le grade de général de division. Nous avons dit qu'il était à la tête d'une 20aine de 1000 hommes dans le Tyrol lorsque mon père lui fut adjoint pour commander la cavalerie. Joubert reçut mon père de la façon la plus affectueuse.
Mon cher Dumas, lui dit-il, si je vous laissais le commandement qu'on vous a donné, vous occuperiez un poste illusoire, car vous n'auriez sous vos ordres que 2 régiments de dragons fort incomplets, le 5e et le 8e, qui en forment à peine un à eux deux. Aussi n'est-ce pas cela, j'en suis bien certain, que celui qui vous envoie à moi a compris. J'ai 20 000 hommes, je vous en donne 10 000 à commander, ou plutôt nous commanderons le tout à nous deux. Mon père remercia Joubert. L'injustice de Bonaparte était si flagrante vis-à-vis de lui que Joubert, comme Masséna, n'avait eu en le recevant qu'une préoccupation, celle de l'Albufera oublié. Les 2 généraux logèrent ensemble. Puis, comme s'il s'agissait de commencer les hostilités ensemble, toujours ils visitèrent les avant-postes et il fut décidé qu'on attaquerait le lendemain. Ce lendemain était le 21 mars 1797, 30 ventoses en 5. Le même jour, mon père reçut officiellement de Joubert les instructions suivantes, arrêtées à l'avance entre eux. Liberté, égalité, au quartier général de Trente, le 29 niveaux en 5 de la République française, 8 heures du matin. Le général de division Joubert au général divisionnaire Dumas. Vous partirez dans le jour, général, pour prendre à Segonzano le commandement des brigades du général Belliard, qui a sous ses ordres la 22e légère et la 85e de ligne, et du général Pelletier, qui a sous les siens la 14e de bataille. Vous ordonnerez au général Belliard de partir, à la tombée de la nuit, des positions qu'il occupe avec la 85e pour se rendre à Segonzano. Le général Pelletier se rendra aussi au même endroit dès que l'ennemi ne pourra plus juger ses mouvements, c'est-à-dire aussi à la tombée de la nuit. Vous ferez rassemblement de toutes ces troupes, de manière à pouvoir exécuter 2 ou 3 heures avant le jour le passage de la Weiss et l'attaque de Favert et de Limbra. Vous mettrez en tête de vos colonnes tous les carabiniers et tous les grenadiers. D'après ce que nous sommes convenus dans la reconnaissance que nous fîmes de ce point, vous formerez 2 colonnes pour passer la Weiss sur la droite de Favert et aller faire votre rassemblement sur le chemin et à la tête du ravin qui se trouve à un petit quart d'heure à droite du village, afin de pouvoir le dominer ensuite en faisant faire nos colonnes d'attaque dans le bois vert qui se trouve au-dessus du village et tourner ainsi tous les ouvrages des ennemis. Favert enlevé, vous vous porterez sur Limbra et en formerez l'attaque en prenant à sa naissance, avec votre infanterie légère, le ravin qui la sépare de Favert. Votre attention sera aussi de tourner par la montagne les ouvrages que les ennemis ont sur ce point et de les jeter dans la plaine ou dans le village où vous les attaquerez vivement avec vos carabiniers et vos grenadiers en colonne serrée, votre infanterie légère en tirailleurs soutenue de près par la 85e et la 14e. Il est inutile de dire que vous aurez une réserve sur le chemin qui va de Favert à Limbra en face du ravin. Pour masquer la véritable attaque depuis Albiane jusqu'à Segonzano, vous donnerez l'ordre aux généraux Pelletier et Belliard de faire, à la même heure qu'à Segonzano, par les postes, de fausses attaques sur toute la ligne, en tâchant même dans quelques endroits de passer le torrent pour s'avancer sous le feu des ennemis. Le général Baraguedillier vous donnera pour l'attaque seulement la 5e de bataille. Il fera votre réserve avec les 2 autres demi-brigades et occupera à la nuit pour un bataillon la Weiss et Sevignano. Le reste à Segonzano. Je lui fais porter encore un bataillon et des compagnies de carabiniers à Bédol pour faire une fausse attaque sur Sovero. Communiquez cela au général Belliard, à qui j'ordonne de laisser tous les renseignements nécessaires ainsi que les guides pour cette marche. Dans le cas que vous vous empareriez de Limbra, comme c'est à présumer, avant que les colonnes qui partent de la Weiss y soient, vous vous dirigerez de manière à prendre l'ennemi en queue. Vous aurez aussi l'attention de prendre garde aux renforts qui pourraient venir de Salerne par la montagne. Il y aura 3 pièces de canon à Segonzano, sous le feu desquelles vous pourriez passer le torrent le jour, si vous n'aviez pas réussi la nuit. Il doit aussi y avoir là 60 000 cartouches. Vos troupes auront 3 jours de vivres et 2 rations d'eau de vie à leur départ. Opiniâtreté dans vos attaques, attention à tenir le soldat rallié, défense sévère de pillage, désarmement des tyroliens, telles sont, vous le savez, puisque je vous les ai lues, les instructions du général en chef. Vous répandrez et ferez afficher les imprimés de la proclamation que je vous envoie. Salut,
Joubert. Conformément aux instructions de Joubert, mon père partit d'Albiane le 30 Nivose à 2 heures du matin et se posta avec les 5e, 14e et 85e demi-brigades de bataille et la 22e légère sous le château de Segonzano pour passer la rivière la Weiss. À peine les premiers hommes qui essayèrent de franchir le torrent eurent-ils mis le pied dans l'eau, qu'ils s'aperçurent, à la rapidité du courant, combien le passage serait difficile. On n'avait de l'eau que jusqu'à la ceinture, mais le courant était si fort qu'au tiers du gué, 5 ou 6 hommes avaient déjà perdu pied, et emportés, comme par une cataracte, étaient allés se briser contre les rochers qui barrent la rivière. Mon père eut alors l'idée de se servir de ces rochers pour établir une chaîne. Il prit les plus forts parmi ses hommes, les plaça sous la direction de Dermoncourt, et l'on parvint à barrer entièrement le cours du fleuve. Dès lors, il n'y eut plus de danger. Les hommes, emportés par la rapidité du courant, étaient arrêtés par cette chaîne vivante. Et bientôt, l'avant-garde, composée, comme l'avait recommandé Joubert, des grenadiers de la demi-brigade, ayant mon père et Belliard à leur tête, atteignit l'autre bord. Bientôt mon père fut maître de toutes les redoutes que l'ennemi avait sur le front des Segonzano. Parvenu sur les hauteurs qui dominent Favert, il attaqua ce village qui, après une vigoureuse résistance, fut enlevé de vive force. Favert pris, on marcha aussitôt sur Limbra, où l'ennemi était retranché avec 2 pièces de canon. Mon père avait eu le soin, en partant, de faire filer une colonne sur les montagnes qui dominent ces 2 villages. L'ennemi se défendit vigoureusement, mais la colonne des montagnes était arrivée, et ayant donné à son tour, l'ennemi fut contraint de se jeter dans la plaine. Aussitôt, mon père fit battre le pas de charge, et un dernier effort décida de la victoire. Les 2 retranchements furent enlevés, les pièces de canon prises, et 2000 hommes tombèrent entre nos mains. Mon père signala comme s'étant particulièrement distingué à cette attaque le général Belliard et les adjudants généraux Valentin et Liébaud. Un chef de bataillon nommé Martin, appartenant à la 25e de bataille, avait, avec 25 hommes, chargé et fait prisonnier 200 ennemis. Mon père demanda de l'avancement pour cet officier, ainsi que pour les 2 aides de camp d'Hermoncourt et Lambert et l'adjoint Millianque. Favert et Limbra prises, mon père ordonna au général Belliard de marcher à la tête de sa colonne sur Lesignano, où l'ennemi occupait une forte position. Il devait le prendre en queue, tandis que mon père se porterait sur Salurne, afin de protéger le mouvement que devait faire de son côté Joubert. Le lendemain, mon père marcha avec sa colonne sur Castello et fit une centaine de prisonniers. Le soir, il se concerta avec le général Baraguedillier et il fut convenu que le lendemain, on attaquerait les villages de Corane, d'Altrivo, de Castello et de Cavalaese. Les troupes bivaquèrent. Le 2 Germinal, à 2 heures du matin, les troupes se portèrent sur les 4 villages désignés à leurs attaques, mais l'ennemi les avait déjà évacués. Le général Pigeon, jeté sur ses traces par le général Baraguedillier, le poursuivit vivement jusqu'au village de Tessaro. Après quoi, conformément aux instructions du 30 Nivose, on descendit à Neumarkt. On avait alors sur la rive droite de l'Adige le général autrichien Laudon qui tenait les villages de Motte et de Caldera et qui se retirait sur Bolzano. Vers 2 heures de l'après-midi, mon père apprit, par un chef de bataillon du génie, que l'ennemi se portait sur le pont de Neumarkt, par lequel on pouvait l'inquiéter dans sa retraite. Ce pont nous était aussi important pour l'attaque qu'il l'était à lui pour la défense. Mon père ordonna au général Belliard de marcher sur ce pont avec la 85e demi-brigade qu'il commandait. Arrivé au pont, il culbuta l'ennemi et s'avança sur le village de Motte qu'il emporta de vive force. Moi-même, me dit mon père, à la tête du 5e régiment de dragons, je chargeai la cavalerie ennemie qui s'était avancée sur moi. Elle fut mise en déroute, quoique supérieure en nombre. Je coupai la figure du commandant et le cou à un de ses cavaliers. Le régiment que je commandais a pris, tué ou blessé une centaine de cavaliers autrichiens. L'adjudant général Blondeau s'est particulièrement distingué dans cette affaire. On voit avec quelle simplicité mon père rendait compte des faits qui lui étaient personnels. Cette charge du 5e régiment de dragons avait été, à ce qu'il paraît, une chose magnifique.
Joubert, dans son rapport à Bonaparte, dit que mon père était devenu la terreur de la cavalerie autrichienne. Et d'Hermoncourt, de son côté, raconte aussi cet engagement. Le général Dumas, s'étant mis à la tête de la cavalerie, traversa le pont, chargea quelques escadrons ennemis, tua de sa main le commandant et un soldat qui, le voyant en mauvais passe, accourait à son secours, accula l'infanterie dans les vignes, et continuant de poursuivre la cavalerie à bride abattue avec une centaine d'hommes seulement, il nous chargea de ramasser tout ce qu'il laissait d'Autrichiens derrière lui. Nous prîmes 1900 hommes. Cette brillante affaire terminée, on se mit en marche sur Bolzano, toujours chassant l'ennemi qui se tenait à distance respectueuse. On entra dans la ville sans coup férir. Mon père chargea l'adjudant général Blondon de pousser ses reconnaissances jusqu'au village de Colman. Il laissa Delmas en position à Bolzano pour observer les troupes de London, et le 4 Germinal, à 2 heures du matin, il se mit en marche lui-même, suivant la route de Brixen par laquelle s'était retiré l'ennemi. Voyant comment mon père raconte cette brillante affaire qui lui valut le titre d'Horatius Coclès du Tyrol, nous verrons ensuite comment la raconte d'Hermoncourt, son aide de camp. J'ai trouvé l'ennemi en force occupant la position presque inexpugnable de Clausen. Il a été attaqué avec vigueur et forcé d'abandonner la ville. Nos troupes y sont entrées et ont été chargées par la cavalerie ennemie, mais sans succès. À la tête du 5e régiment de dragons, que j'ai fait avancer promptement, j'ai chargé la cavalerie autrichienne et l'ai mise en pleine déroute, laissant beaucoup de morts et de blessés. 1500 de leurs fantassins ont été faits prisonniers. Le reste a été poursuivi jusqu'auprès de Brixen. L'ennemi, qui restait rangé en bataille, paraissait vouloir nous y attendre. J'y ralliai mon avant-garde et je me disposais à l'enchasser, mais il se sauva à notre approche. Je l'ai conduit avec ma cavalerie à plus d'une lieue au-delà de Brixen. Dans ces différentes charges, j'ai reçu 3 coups de sabre. Mon aide de camp d'Hermoncourt a été blessé à mes côtés. Des 5 et 6 Germinal. Les troupes se reposèrent le 5. Vous aviez chargé le général Baraguet-D'Illier d'attaquer l'ennemi le 6, en avant de Michaelbach où il était retranché, et je dus partager ce mouvement avec la cavalerie. Vous savez, général, vous y étant trouvé vous-même, comment les 2 régiments de dragons que je commandais s'y sont comportés et ont contribué au succès de cette journée. Vous savez aussi, général, que j'ai eu mon cheval tué sous moi et que j'ai perdu mes équipages et des pistolets d'une rare bonté. Mon aide de camp Lambert a fait des merveilles. Je vous adresserai aujourd'hui les rapports des généraux de brigade qui ne me sont pas encore parvenus. Fait à Brixen le 7 Germinal en 5 républicains, Alexandre Dumas. Post-scriptum, il faut que je te donne mon manteau, je crois qu'il est enchanté. Il a été troué par 7 balles, dont pas une ne m'a touché. Il te portera bonheur.